Bonsoir, monsieur le journaliste. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également la clôture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale, où nous signalons que vous êtes élu national et membre de cette institution de la République. Honorable, la première préoccupation, pourriez-vous nous donner l'état des lieux de la situation sécuritaire dans l'Est de la République présentement? Merci beaucoup pour vous être intéressé à notre modeste personne. C'est pour la toute première fois que nous sommes en train de nous prononcer à notre qualité de député national depuis que nous avons été élus par le peuple aux dernières élections justement qui nous lancent dans cette législation. La situation sécuritaire dans quelques provinces de l'Est, notamment l'Ituri, d'où j'ai été élu de la circonscription électorale des territoires de Djougou, tout comme dans la province voisine de l'Ituri au nord Kivu, la situation est préoccupante comme nous le suivons tous. Si je peux commencer par chez moi, en Ituri, beaucoup a déjà été fait, beaucoup reste aussi à faire. Et la situation telle que ça a évolué, il y a 3 ans, les chefs de l'État avaient décrété l'état de siège dans la province de Nord Kivu comme en Ituri. Et le travail déjà fait est remarquable. Nous-mêmes, avant de venir ici, nous avons beaucoup travaillé sur le retour de la paix en Ituri, avec toute la volonté manifeste d'avoir la conséquence ou alors l'impact sur la partie nord ou alors grand nord de la province du Nord. On a beaucoup donné auprès des autorités nationales, auprès des autorités provinciales. Peut-être c'est entre autres ce qui nous a amené, bien ce qui a convaincu notre électorat à pouvoir nous amener pour le représenter au niveau de l'Assemblée. Comme je disais, la situation est préoccupante. Au moment même où je parle, aujourd'hui, tous les matins, les groupes armés, notamment la Codeco et Zaïre, se sont affrontés dans la région minière, non loin de la commune rurale de Mungwal, dans le village qu'on appelle Lodje. Il y a eu mort. Hier, il y a eu encore un affrontement dans la même région avec mort. Le mardi, nous avons encore appris dans le littoral du lac Albert. Il y a eu encore un affrontement entre les 2 groupes armés dans la partie beaucoup plus nord du lac Albert. Il y a eu mort. Ça veut dire que la situation est loin d'être luisante. On a encore des difficultés à contenir le groupe armé. Et pourtant, il s'agit de groupes armés qui se sont engagés dans le processus de paix. Ils ont manifesté ça lors de la dernière mission effectuée par son Excellence Jean-Pierre Bemba, alors vice-premier ministre et ministre de la Défense. Mais hélas, sur le terrain, on observe encore les violations de ces actes d'engagement signés cette fois-là par tout le monde. À quoi est dû, vous qui êtes originaire de cette province, à quoi est due exactement cette reprise des hostilités entre ces groupes rivaux? Nous osons croire qu'il y a des groupes de manipulateurs qui ne veulent pas que ceux qui travaillent pour la paix réussissent. Parce qu'il y a des intérêts là-dedans. Vous ne pouvez pas demeurer dans la violence ou alors dans les violences sans pour autant avoir des gains de cause là-dedans. Je crois que c'est la raison de persistance et de violence en dépit de tous les efforts déjà fournis par les autorités tant au niveau provincial que national. Et quelles sont les véritables pistes de sortie pour cette crise sécuritaire dans l'Est et plus particulièrement en Ituri?
parler des pistes de solution tout de suite. On en a fait, mais ça peine à produire des résultats. Aussi longtemps qu'on n'aura pas déniché ce qui tire ficelle de ces conflits, on ne saura pas tout de suite proposer une solution. Parce qu'il se cache. Je vais vous dire, il y a plusieurs dimensions dans le conflit de l'Ituri, par exemple, tout comme au Nord Kivu. L'Ituri est frontalier avec deux pays voisins, à savoir principalement l'Ouganda et le Soudan du Sud. L'Ouganda a ses intérêts en RDC, les intérêts qu'ils veulent exploiter à l'insu des autorités gouvernementales. Et alors, pour y parvenir, ils utilisent les faibles d'esprit qui peuvent succomber à leur offre et à continuer d'endeuiller l'Ituri. Entre-temps, ils profitent de piller les ressources de notre pays. C'est ce qui se fait. Je vais vous donner un simple exemple. Le territoire de Magui et de Djougou dans sa partie nord produit la quantité suffisante de café. Mais lorsqu'on est en train de calculer le niveau de productivité de café, vous trouverez que le district de Nebi, par exemple, ou bien le district de Zombo est classé devant le territoire de Djougou et de Magui qui produisent des cafés. Parce que tous les cafés produits à Djougou et à Magui traversent facilement à travers les deux districts frontaliers avec notre pays. On pourrait dire que c'est une guerre économique. C'est une guerre économique. Deuxième niveau de la guerre économique. Est-ce que vous pouvez vous poser la question pourquoi Total produit déjà le pétrole du côté de l'Ouganda dans le même lac Albert, tandis que le même Total a procédé aux prospections dans les Graben albertines, mais n'a jamais commencé les travaux de est-ce que c'est sur les gains que la société ne s'est pas attendue avec le gouvernement congolais? Il y a un flou dedans. Et alors, pourquoi c'est toujours dans cette région couverte par le lac Albert qu'il y a autant de violations? Vous pouvez interroger n'importe quel notable, n'importe quel député, sénateur de l'Ituri, mais jamais il vous dira que les Ituriens veulent souffrir de la guerre. Mais la guerre s'impose en Ituri. Voilà donc la dimension économique de la guerre. C'est la même situation que nous vivons aussi au Nord Kivu. Vous allez au Rwanda, vous ne trouverez pas une seule mine de colta au Rwanda, mais les mines de colta qui se trouvent dans le territoire de Walikale se vendent au Rwanda. Les minerais se vendent au Rwanda et puis ça fait la renommée au Rwanda. Le Rwanda est proclamé comme producteur du coltan, par exemple, tandis que jamais vous n'écouterez le nom du Nord Kivu dans la production de coltan ni de cassiterite qu'on trouve à grande quantité dans cette province, à travers les différents territoires. Est-ce qu'à ce jour, vous, en tant que ressortissant de l'Ituri, disons de la Grande orientale, est-ce qu'on peut accepter qu'on continue avec des cas de siège qui a mis presque plus de 2 décennies? Ou on arrête ou on continue? C'est une question importante parce que cette question divise les gens selon les intérêts. Quelqu'un comme moi, je viens de la notabilité de chez nous où je travaillais au nom de ma communauté, même si je ne peux pas le déclarer ici, ou bien si vous le voulez, je peux le dire aussi, parce que je suis connu. Quand les gens vont suivre, ils savent qui parle. Nous avons travaillé et on a compris que les enjeux, on ne peut pas terminer d'en parler
dans une émission qui ne va durer que peut-être 30 minutes, à moins qu'on les organise d'une manière séquentielle. L'Ituri a besoin de la paix pour ceux qui veulent qu'il y ait la paix. Mais pour ceux qui tirent dividendes des conflits en Ituri, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Prenons l'exemple, aujourd'hui, je venais de vous dire qu'il y a de violences dans la région minière. Sérieusement. Et certainement, il y en a qui sont en train d'exploiter de l'or sous la bénédiction ou alors avec la protection des groupes armés. L'information que je venais de partager avec vous signale que la Codeco avait été attaquée par Zaïre dans une mine. Dans un carré minier. Et même s'il y a des répliques, c'est toujours dans les carrés miniers. Tato, c'est Zaïre qui attaque. Tato, c'est Codeco qui attaque. Toujours dans le milieu où on contrôle la production de quelque chose. Je venais de vous parler du littoral. Là, il y a le contrôle des productions de poissons. Vous le savez très bien, c'est le lac qui produit à une quantité suffisante le poisson. Et donc, au regard de cette situation-là, nous pouvons dire que les intérêts priment sur la volonté de ceux qui veulent que ça s'arrête. Vous veniez de poser la question sur l'état de siège. L'état de siège, si ça ne dépendait que de moi, ça pouvait continuer. Parfois, la force des mal semble au début dépasser celle du bien, mais on finit par gagner. Regardez avant l'état de siège et comparer ça aujourd'hui. Je ne voudrais pas défendre les responsables de l'état de siège en Ituri, mais la folie des massacres a diminué, même s'il y a encore de violations. Pour revenir à cette question de terrain, lorsque vous lisez les différents rapports des experts, même des Nations Unies, vous trouverez qu'il y a même le nom des opérateurs économiques très connus en Ituri qui sont cités dans un certain nombre de rapports. Ça veut dire que les intérêts économiques sont protégés dedans. Comment pouvez-vous comprendre des camions poids lourds traversent les zones où opèrent tous ces groupes armés sans avoir été attaqués? Comment ils protègent leurs biens? Si ce n'est pas peut-être par argent, par le moyen de substances qu'ils donnent à ces membres des milices qui écument en province de l'Ituri. Et donc, tous ces éléments-là, lorsqu'on essaie d'analyser et d'approfondir des questions, on s'est dit que les intérêts économiques, avec le force de l'argent, essaient de prendre le dessus sur ceux qui veulent travailler pour la paix, mais le bien finit par la porter sur les mains. C'est là que nous croyons qu'un jour ou l'autre, l'Ituri prendra l'élan de développement avec la fin de ces hostilités. Vous gardez toujours l'espoir. Nous gardons l'espoir. Oui, nous changeons de chapitre pour aborder cette question liée à la session ordinaire des masses qui venait à peine d'être clôturée. Nous signalons que c'est aussi la plus courte session que l'Assemblée ait connue. Qu'est-ce qui a captivé votre attention durant cette courte session ordinaire? Je pense que cela est lié au moment que notre pays est en train de vivre. Le pays met énormément de moyens dans la guerre injuste que nous impose notre voisin de mauvaise foi, à savoir le Rwanda.
Aujourd'hui, plusieurs langues se délient pour dire même que on ne devait même pas communier avec la communauté internationale qui est pointée des doigts d'une manière ou d'une autre en train de soutenir le Rwanda qui nous fait cette guerre. La guerre nous est imposée injustement parce que si nous voyons l'histoire de M23 par exemple qui nous fait cette guerre-là depuis que M23 a commencé, le Rwanda n'a jamais été absent dedans. Même si on ne l'avait pas dit tout haut comme le chef de l'État le clame actuellement. Et la force de diplomatie congolaise a poussé aujourd'hui le monde à accepter et à reconnaître que c'est le Rwanda qui nous agresse à travers le M23. Ça fait que le gouvernement met énormément de moyens dans cette guerre. Et ce qui a captivé notre attention, c'est que dans l'histoire des différentes législatures, 15 jours d'une session, c'est la plus courte, ou bien vous qui êtes déjà depuis longtemps ici, je pense que c'est l'une des plus courtes sessions que nous avons connues. Et notre pays est très très grand, avec le nombre impressionnant de partis, avec le nombre impressionnant de groupes, de regroupements politiques. Ça n'a pas été facile pour que les responsables de ces groupes puissent se mettre vite d'accord sur la composition du gouvernement chinois. Et ça a pris du temps. Ça a fait que le temps consacré pour la session extraordinaire a consommé. Tout le temps est parti pour la session ordinaire du mois de mars. Moi, comme parlementaire, je ne peux pas en savoir plus. Qu'est-ce qui a effectivement bloqué? Mais l'essentiel, c'est que on a clôturé. Le gouvernement a été investi. Le gouvernement a pris les choses à bras le corps. C'est maintenant, comme l'Assemblée, comme tous les parlementaires, comme le président de l'Assemblée lui-même l'a dit, il revient maintenant aux parlementaires de faire le travail comme il se doit. Pour le cas de gouvernement investi, c'est une question de contrôle rigoureux de gouvernement. C'est ce qui va être fait avec l'énergie que nous avons constatée dans le chef des nouveaux parlementaires élus. Je pense que cette fois-ci, les électeurs peuvent voter sur les députés. Lors du débat général sur le programme du gouvernement, beaucoup d'interventions ont tourné autour de la représentativité des provinces ou des territoires dans les programmes d'action du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ces programmes du gouvernement ont pris en compte les différents projets des provinces et des territoires? D'abord, je vais commencer par le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement, c'est comme une squelette. On vous dit, voilà ce que nous allons faire. Et dire que les intervenants se sont plus intéressés à leurs provinces respectives. Ça faisait partie d'une stratégie de la prise de parole pour gagner l'État. Vous avez vu, on a travaillé de 13h jusqu'à 2h du matin et le travail n'était pas facile et les députés n'étaient pas satisfaits. Ils avaient encore le temps, ils voulaient encore continuer. Je vais vous dire, nous par exemple de la province de l'Ituri, nous avons été préjudiciés à dépit de tous les efforts que nous avons fournis pour obtenir la parole. Nous n'en avons pas eu et nous ne sommes pas sortis satisfaits de là. On a écrit, on est revenu vers le bureau, mais au regard des nombres, nous devons accorder aussi au président du bureau le bénéfice de doute que peut-être il était animé de bonne foi, mais le temps nous a fait défaut. Chacun a parlé, chaque intervenant a parlé
de sa province. Mais est-ce que le gouvernement a pris le tout à contact? Nous allons voir le gouvernement lors de la session budgétaire qui arrive, session de septembre. Parce que c'est là que nous allons lire le budget que le gouvernement va nous proposer. Et on va voir lors des débats, telle province avait posé tel problème. Est-ce que ces problèmes inclus? Parce que même si on ne peut pas dire dans le budget que on va faire ça, mais on saura voir le moyen alloué à chaque province, à chaque territoire, ça on saura voir. Et c'est à partir de là que nous saurons si les propositions faites par les parlementaires au gouvernement ont été prises en compte ou pas. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre. Le rendez-vous est pris pour le mois de septembre. Merci. Ok, honorable, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Il ne reste qu'à vous dire merci, à moins que vous ayez un mot de la fin à adresser à l'opinion qui vous suit présentement. Comme parlementaire congolais, vous savez très bien, le mandat des députés nationaux est aussi national. Nous avons fait toutes les propositions faites lors des débats généraux sur le programme du gouvernement et nous allons suivre le gouvernement. Pour ce qui est de l'insécurité dans l'ensemble de l'Est de la province de l'Ituri, disons de l'Est, nous allons dire simplement que l'Est a besoin de la paix. Et la paix entre par plusieurs moyens. C'est que le temps de votre interview ne nous a pas laissé de dire, c'est par exemple, nous avons sur le sol congolais des groupes armés étrangers tels que EDF. Les EDF, dont le TRAC avait poussé le gouvernement congolais à faire une alliance avec UPDF, l'armée ougandaise, qui n'arrive pas à dissuader ces groupes armés, bien sûr dispersés, qui écument maintenant à petits groupes. Mais nous pensons aussi que derrière la politique de l'Ouganda, c'est aussi d'éloigner l'ennemi, parce que l'EDF, c'est l'ennemi de l'Ouganda, mais qui a sa base arrière dans notre pays. Et l'Ouganda aurait une politique d'éloigner son ennemi de sa frontière. Par conséquent, au-delà du territoire de Beni dans sa partie nord, ces rebelles traversent maintenant dans l'Ituri, dans le sud du territoire d'Irumu et dans l'est du territoire de Mambasa. Et donc, ces trois territoires créent un triangle de mort à permanence. Il n'y a pas longtemps, plus d'une centaine de personnes venaient d'être massacrées dans le territoire, disons en jonction entre le territoire de Mambasa et le territoire de Beni. Et donc, dire aujourd'hui ça, alors c'est un message important, dire qu'on doit consacrer l'essentiel de l'énergie pour la guerre contre les MV3 et oublier la partie nord du Nord Kivu et une bonne partie du sud de la province de l'Ituri, ce serait commettre une erreur. Nous avons senti ça dans une déclaration même de porte-parole du gouvernement lors de l'enterrement des victimes de bombardements des cas de déplacés à Goma. Il a semblé minimiser les morts dans le nord de la province de Nord Kivu et les morts dans l'Ituri. Ce qui est un dérapage que nous ne pouvons pas tolérer et que nous ne pouvons pas le laisser consommer comme ça. Il y en a qui sont allés jusqu'à lui demander de retirer, mais il s'est entêté, il n'a jamais retiré ce propos qui a blessé la mémoire de tous ces gens, ces milliers de victimes de Nord Kivu
et une bonne partie de la province de l'Ituri. Merci, honorable. Merci. Merci. Merci pour cette opportunité que vous m'avez accordée pour la toute première fois. Merci.